Ce conflit postéro-supérieur, je vais juste vous rappeler ce que c'est. C'est un conflit en fait, qui est décrit cliniquement. La clinique est très importante, comme l'a dit Julien. Ce sont des gens qui viennent vous voir pour des douleurs. Et ce sont des sportifs. Donc des sportifs qui ont mal, c'est fréquent. Et il va falloir trouver ce diagnostic-là. Alors ce diagnostic, il a été proposé et défini par Gilles Walch, qui est un chirurgien lyonnais. C'est la deuxième fois qu'on en parle ce matin, mais c'est quand même effectivement une référence en chirurgie de l'épaule, et qui l'a décrit en 1992. Vous voyez, donc ça fait 30 ans maintenant. Donc il y a eu en 1972 le conflit subacromial avec Charles Neer, et puis en 92, description du conflit postéro-supérieur, ce qu'on appelle le internal impeachment en anglais, par Gilles Walch, donc une équipe française. Donc ce conflit-là est en lien avec une gestuelle spécifique, une gestuelle en abduction, rotation externe de l'épaule. Donc c'est vraiment très spécifique de ce geste-là, et c'est un conflit qu'on appelle interne dans l'épaule. Pourquoi? Parce qu'il va se passer, il va se dérouler entre cette zone-là postérieure de la glène et le trochiter. Et entre les deux, eh bien, on a des structures, on a notamment des tendons. C'est le tendon du supraépineux et c'est le labrum. Donc en fait, on va avoir probablement des douleurs en lien avec ce conflit postérieur lors d'une gestuelle spécifique en abduction ou rotation externe. Le problème, c'est que comme c'est un mécanisme qui est dynamique, c'est difficilement objectivable par des imageries, puisque vous voyez ici qu'on ne peut pas mettre en évidence de façon dynamique le conflit sur une IRM. En revanche, on va avoir quand même des signes, parce qu'on va avoir ici le tendon, la voûte acromiale, la glène et le labrum qui vont être présents, et qui vont peut-être présenter des signes particuliers. Notamment au niveau du tendon, on va avoir une atteinte de la face articulaire du tendon. Et ça, c'est assez spécifique, c'est-à-dire que généralement, on a des lésions qui sont superficielles au niveau du tendon, donc sur la face du côté de l'acromion, et là, on va avoir des lésions qui vont être articulaires du côté de la tête humérale, qu'on retrouve aussi dans d'autres situations, mais chez le jeune sportif du geste de l'armée, ça doit faire penser évidemment à un conflit postérieur. Et donc, ces lésions qui sont appelées des pastalésions, comme des spaghettis. Pourquoi? Parce que ça s'appelle les partial articular supraspinatus tendon avulsion. C'est vraiment une lésion particulière du tendon qu'il ne faut pas confondre avec des lésions superficielles à gauche, parce que si les lésions superficielles pourraient, et même si ça peut être discuté, donner lieu à une acromioplastie, eh bien, il n'y a aucune raison de réaliser une acromioplastie lorsque la lésion elle est profonde. Donc, même si l'acromioplastie est aujourd'hui décriée dans le cadre du conflit sous-acromial, parce qu'on ne sait même pas s'il y a un conflit dans l'épaule, néanmoins, souvent, ça peut soulager les patients. Mais réaliser une acromioplastie sur ce type de lésion tendineuse, vous opérez pour rien, les chirurgiens opéreront pour rien, et en plus, le patient aura toujours ses symptômes. Donc ça, c'est quand même très important, et il faut que nous soyons vraiment vigilants et apporter des réponses. Alors, l'équipe de Genève, de Lederman, justement, dont on vient de parler, a réalisé des études dynamiques lors du geste de l'armée, lors du service au tennis. Donc, ils ont pris des joueurs et des joueuses de tennis professionnels, ils leur ont fait faire le mouvement du tennis, et ils sont allés regarder, grâce à des IRM en fluorographie, où étaient les zones d'impact au niveau de la glène. Et ils ont retrouvé effectivement des zones plutôt postérieures, qui sont des zones où la tête humérale va forcer en arrière et probablement à l'origine de lésions labrales qu'on retrouve également chez ces patients sous forme de SLAP ou version modifiée de SLAP. Donc on a à la fois des lésions tendineuses et des lésions du labrum. Seulement nous, on ne soigne pas des images. Nous, on n'est pas là pour réparer des structures, on est là pour traiter des symptômes. Et donc les lésions qu'on a retrouvées, elles sont certes présentes plus sur le bras dominant qui travaille lors du geste de l'armée que sur le bras non dominant, mais on le sait, elles sont très régulièrement retrouvées chez des sujets qui sont asymptomatiques et qui pratiquent ces sports-là, le tennis, le handball, le volley, où on retrouve ce type de lésions chez des personnes qui n'ont absolument pas mal à l'épaule. Alors, il y a des hypothèses. Les hypothèses, ce sont celles que je vous présente. Peut-être qu'il y a un niveau de lésion qui peut être toléré et qui ne doit pas être dépassé. Peut-être qu'il y a un niveau de lésion dans le tendon, un niveau de lésion du labrum, qui fait que l'épaule va devenir douloureuse et sera moins bien tolérée, et qu'en dessous ce niveau-là de lésion, eh bien, le sportif il peut continuer à pratiquer son sport sans douleur. Peut-être même qu'il y a un niveau de lésion qui peut être toléré et en fonction d'autres critères, parce que peut-être que ce niveau de lésion sera toléré bien chez une personne de 30 ans et moins bien toléré chez quelqu'un de 22 ans.
L'âge aura un impact sur la compliance vis-à-vis de ces lésions. Le sexe également. Et puis l'intensité évidemment et le niveau de pratique sportive. Quelqu'un qui est très performant, qui est en niveau compétition, tolérera beaucoup moins bien ce type de lésion parce qu'il va demander beaucoup plus à son épaule. Alors, il y a d'autres facteurs de gravité, probablement, qui vont peut-être influencer également la tolérance de ces lésions. C'est est-ce que ce sont des lésions qui sont apparues de façon traumatique, Julien a parlé d'armes contrées, ou est-ce que ce sont des lésions d'overuse? La répétition des milliers de fois d'un geste va provoquer effectivement des lésions, et peut-être que ça n'est pas toléré de la même façon. Et puis la présence ou non d'une instabilité postérieure. Alors c'est bizarre parce qu'on parle d'un conflit à l'arrière, et en fait on répare les gens à l'avant d'une instabilité antérieure. Et vous verrez, vous allez comprendre pourquoi. Et puis peut-être tout simplement qu'il y a des épaules qui sont tout simplement mieux préparées et qui parviennent à mieux tolérer ces lésions-là. Et ça, c'est peut-être notre travail de mieux les préparer. Alors, ces épaules, quand on les examine, Julien l'a dit, elles présentent en fait une hyper-rotation externe. Alors, cette hyperrotation, chez ce joueur de tennis, vous le voyez bien à droite, il a une hyperrotation externe, son bras dépasse le niveau de la table, alors que de l'autre côté, il est au niveau de la table. Et donc, on a plus facilement un conflit qui va se réaliser, même si ce conflit, il est physiologique, c'est normal qu'il soit là, c'est normal qu'il y ait un appui à l'arrière, ça se fait chez tous les gens qui pratiquent ce sport-là, mais peut-être qu'il va être majoré par cette hyperrotation externe qui, de toutes les façons, est une hyperrotation externe qui est adaptative et qui devrait être tolérée normalement, puisque le sportif développe cette hyperrotation externe pour pouvoir mieux lancer et pour pouvoir mieux armer son bras. Plus il est lanceur, plus il va développer de l'hyperrotation externe, alors que dans d'autres sports, on ne retrouvera pas cela. Et puis, ils ont parallèlement à cela une hyperrotation externe et une perte de rotation interne dans la même position d'abduction à 90 degrés, qui est le GERD. Et effectivement, ce GERD-là est probablement adaptatif. Pendant des années, on a dit que c'était une cible de notre rééducation. On a un papier qui est une revue systématique qui nous dit que ce GERD-là n'est pas un facteur de risque pour l'épaule chez le lanceur, mais quand même, on a des consensus professionnels pour nous dire que lorsque les patients ont des forts GERD, des grandes pertes de mobilité, il faut quand même les étirer, tout simplement parce que ça les soulage. Et donc à partir du moment où cliniquement on soulage nos patients en étirant et en récupérant un petit peu de cette mobilité, eh bien on a peut-être encore une pertinence à mettre en œuvre ces étirements-là, même si dans des méta-analyses, ce GERD qui était avant une cible, apparemment n'est pas véritablement un facteur de risque pour nos patients. Et puis ce GERD-là, en fait, il est lié probablement à un phénomène qui se passe au niveau de la capsule postérieure, qui est probablement rétracté, ou en tous les cas perd de son extensibilité, et notamment en lien avec cette phase de décélération. Parce qu'après avoir armé son bras, eh bien, le sportif va lancer la balle dans un mouvement qui va être extrêmement rapide, mais qui doit décélérer. Et donc, il faut qu'à l'arrière de l'épaule, à l'arrière de la gléno-humérale, il y ait des freins. Et ces freins-là s'opèrent probablement par la capsule, alors que la capsule, ce n'est pas vraiment son rôle de faire cela. La capsule est bourrée de mécanorécepteurs, c'est une structure qui est proprioceptive, qui devrait normalement informer les muscles. Ce serait aux muscles de réaliser cette freination, cette décélération, et peut-être que la surcharge de la capsule par un déficit de recrutement de ces muscles-là, eh bien, provoque une hypoextensibilité de cette capsule qui peut-être va provoquer des soucis à la longue. En tous les cas, ce qu'il ressort, c'est que ces mobilités de façon isolée ne semblent pas être très pertinentes et de plus en plus, on va évaluer ce qu'on appelle le T-ROM, le Total Range of Motion, c'est l'ensemble du cadran de rotation du sportif en position RE2. Et effectivement, lorsqu'il y a une diminution de ce cadran de mobilité, lorsqu'il y a une diminution de la force dans les épaules chez les sportives et les sportifs, eh bien apparemment il y a une augmentation du risque de blessure et de douleurs associées. Donc de blessures, mais de douleurs qui interviendraient dans le cadre d'épaules douloureuses sans traumatisme. Voilà pourquoi en rééducation, on va devoir se rapprocher le plus possible de la gestuelle lésionnelle. Donc, on va devoir faire des exercices en décélération du bras pour entraîner le sportif à être capable de réaliser ce geste-là. Et ça, c'est vraiment les recommandations du dernier consensus de Berne sur les lésions de l'épaule, sur les blessures de l'épaule chez les sportifs du lancer, et sur tous les sportifs d'ailleurs. Mais également, il va falloir que la rééducation comprenne de la rééducation, des gestuels qui sont non spécifiques. Et ça, c'est quand même bien dit
dans ces recommandations-là, ça n'est pas parce que ce sont des sportifs du lancer qu'il va falloir faire que des mouvements du lancer. Et c'est là qu'on va passer à un autre élément juste après, notamment un élément autour du renforcement. Alors, ce que je veux que vous reteniez par rapport à ce conflit postérieur, c'est que c'est un conflit qui est dynamique et qui a lieu lors de la gestuelle sportive du geste de l'armée. Donc, si vous avez quelqu'un qui se plaint d'une douleur d'épaule, qui n'est pas un lanceur, il y a très peu de chances que ce soit un conflit postérieur parce que c'est dans ce mouvement-là que se crée ce conflit-là. Et donc, cette douleur postérieure doit correspondre à autre chose qu'un conflit postérieur. Ce sont des lésions qu'on va retrouver dans l'épaule qui ne doivent pas vous inquiéter, car elles sont extrêmement fréquentes, elles sont adaptatives dans l'épaule du lanceur. Et puis parfois, peut-être, comme on l'a vu en chirurgie, ces lésions-là devront être réparées. Il existe clairement une place dans les protocoles de prévention et dans les traitements de rééducation pour les étirements. Il existe une place pour les étirements postérieurs, donc la zone postérieure de l'épaule, sur le renforcement musculaire, notamment de la coiffe, parce que si le renforcement isolé, la préparation des sportifs, n'est pas un élément qui va vous permettre de lancer un javelot, parce que c'est de la technique. En revanche, pour être performant dans le lancer et pour probablement diminuer le risque lorsqu'on lance, eh bien, il va falloir faire du renforcement. Et ça, de plus en plus, on s'en rend compte, même sur le membre inférieur, qu'on fait du renforcement pour faire du marathon. Et on va faire du renforcement aussi chez des sportifs qui ont besoin d'avoir des grandes amplitudes, chez qui on rechercherait plutôt de l'élasticité. Il est absolument nécessaire de renforcer ces épaules-là et de les renforcer dans des processus qui sont très éloignés de leur gestuelle. Donc on va faire des exercices analytiques classiques de renforcement, alors que leur gestuelle est complètement à l'inverse, sur des mouvements qui vont être balistiques et rapides. Il y a également une nécessité d'optimiser le contrôle moteur des rotateurs externes dans cette phase de décélération. Donc dans notre rééducation, il va falloir qu'on travaille la décélération du bras, et puis le contrôle dans l'autre sens des zones qui sont en avant, tout simplement pour éviter qu'une instabilité antérieure se mette en place. Parce qu'effectivement, à force de partir en arrière et de mal contrôler l'antériorité de cette tête humérale, il peut apparaître une instabilité antérieure et effectivement, à la longue, peut-être que la chirurgie aura sa place. Donc, à mon sens, lorsqu'on en arrive à la chirurgie, c'est lorsque nous avons été en échec en rééducation. Parce que ces épaules-là, on les appelle les IOS. IOS pour Acquired Instability, c'est-à-dire des instabilités acquises, overuse ou overstress, et le S, les chirurgiens ils disent que ça veut dire surgery, et puis les kinésithérapeutes disent que ça veut dire syndrome. Et donc, je pense que ce sont des épaules qu'il faut rééduquer et qui ne devraient pas, normalement, alors rééduquer et surtout préparer, il faut qu'il y ait un suivi de sportifs, bien évidemment, et lorsque les sportifs sont bien suivis sur toute l'année, normalement, ils ne devraient pas arriver jusqu'à la lésion nécessitant une chirurgie. Tout ça n'est pas suffisant. L'objectif premier, c'est d'éviter la chirurgie, et l'apparition de ces lésions trop importantes. Et il y a probablement d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et ces facteurs-là, c'est la gestion de la douleur, la gestion de la charge pendant toute la saison. Un sportif qui est fatigué, évidemment, va se blesser beaucoup plus facilement. Et la gestion, par exemple, des notions telles que le sommeil. Donc on est dans un cadre beaucoup plus large qu'une petite zone à l'arrière de l'épaule. Et la notion de charge, et apparemment, on a des données qui montrent que la charge peut être bien tolérée en continu, mais lorsqu'on a des variations de charge, notamment chez les nageurs, lorsqu'on a des grosses variations de charge, peut-être en rentrée, quand on rentre de vacances ou quand on est trop fatigué avant les vacances, c'est là que les lésions apparaissent. Je vous remercie.